ça marche très bien. Je voudrais, avant de commencer, remercier tous mes amis Sfax. Parce que c'est toujours un tellement grand plaisir. C'est tellement chaleureux qu'on soit tous ensemble. Ça fait maintenant, je ne sais plus combien de temps. 20 ans. Mais au moins, mais je me souviens du premier, du second, et quand s'y appliquait, il pensait que j'étais sfaxienne. J'étais tout le temps. Donc c'est vraiment un très grand plaisir. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Et pour commencer, donc, nous allons écouter le professeur Zied Rafali, qui est chef de service de l'autonomie à l'hôpital militaire, et qui va nous parler d'un sujet passionnant qui est l'éducation thérapeutique de l'asthmatique. Non seulement l'éducation thérapeutique, mais ensuite quelque chose de très moderne qui est l'apport de la technologie. Donc je suis certaine qu'on va sortir beaucoup plus pointu que ce qu'on est tout de suite. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, merci à vous tous pour l'invitation. Alors oui, je vais vous parler de l'éducation thérapeutique de l'asthmatique et l'apport de la technologie. Alors, il y a quelques années, Madame la Présidente, si vous vous rappelez, j'avais présenté une présentation sur l'éducation thérapeutique de l'asthmatique et on avait discuté longuement sur l'école de l'asthme. Est-ce que ça a toujours sa place, oui ou non? Mais ça a été bien avant la Covid et les choses ont tellement évolué depuis qu'on ne parle plus de ça, on parle de technologie moderne. Alors, par rapport à l'éducation thérapeutique, sur le plan historique, c'est depuis 1970. C'était aux États-Unis une endocrinologue qui s'est intéressée aux Afro-Américains, qui étaient généralement pauvres, maltraités, mal pris en charge, et elle leur a donné les clés pour gérer leur pathologie et se prendre en main. Et ça a donné de très très bons résultats, et donc ce qui fait que tout ce qui est endocrino, diabéto, c'est la pathologie qui est vraiment très évoluée en matière d'éducation thérapeutique, et ça a donné d'excellents résultats. Et depuis les années 1970, ça s'est généralisé au point que l'OMS en fasse quelque chose d'angulaire essentiel dans la prise en charge. Et l'OMS a défini ça comme un processus continu, intégré aux soins, donc ça fait partie intégrante et totale, centré sur le patient. C'est ce qu'on est en train de dire régulièrement, tout doit être centré sur le patient, taillé sur mesure pour notre patient. Ça se passe à travers une sensibilisation, information, apprentissage et accompagnement psychosocial du patient pour qu'il se prenne en charge correctement. Il doit comprendre sa maladie, comprendre le traitement, comment faire, comment gérer. Et puis, il doit savoir gérer tout ça de manière optimale pour contrôler sa maladie. Tout ça, ça rejoint parfaitement tout ce qu'on cherche par rapport avec nos patients asthmatiques. Et donc, avec tout ce qui est diabéto, qui étaient les pionniers, nous aussi, avec l'asthme, on doit être sincèrement également sur ce sujet à la pointe. Alors, je continue avec l'OMS. L'OMS, depuis un certain temps, dirige toute son intention et son intérêt sur tout ce qui est mobilité de la santé, tout ce qui est connexion, tout ce qui est smartphone, et ils sont en train de sponsoriser plein de travaux sur ce domaine-là pour faire évoluer la prise en charge de la santé. Donc, ils ont un espace pour tous les jeunes qui veulent faire des startups, qui veulent avoir un financement et pour faire travailler sur le domaine de technologie et santé. Un petit bémol, j'ai regardé ce qu'ils sont en train de financer à travers le monde. En Tunisie, il y a 0 projet, 2 en Algérie. Mais quand on compare par rapport aux d'autres pays, en Éthiopie, ils ont 91 projets de technologie connectée, 91 en Éthiopie, 0 en Tunisie. C'est pas qu'on est en manque, mais peut-être que l'OMS ne s'intéresse pas beaucoup à nous, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, mais en tout cas, les choses vont évoluer sincèrement. Alors par rapport aux asthmatiques, la GINA n'est pas restée en marge de la chose, ils ont commencé à s'intéresser à l'éducation thérapeutique depuis un bon moment. Ils l'ont mis au premier plan. Il y a le petit cercle que je vous montrais tout à l'heure qui a commencé à prendre de la valeur et qui partage actuellement la prise en charge, la fameuse plaque de prise en charge, donc qui devient centrale et important. Et donc, même dans le dernier guide qui a été édité, en fait, l'éducation, elle a sa place, elle a tout un chapitre où on parle d'éducation du patient pour savoir se gérer, savoir prendre en charge sa maladie, comment gérer ces moments de crise, comment utiliser ses médicaments correctement, avoir un plan d'action en cas de crise et tout. Donc l'éducation et l'entraînement du patient est devenu quelque chose d'angulaire
et ils sont en train de bien éditer la chose et bien informer sur la chose. Tout ce qui est éducation donc, est bien là. Par contre, tout ce qui est digital, tout ce qui est informatique, tout ce qui est moderne, c'est pas encore le cas, c'est un peu à la traîne. Quand on regarde de plus près le guide, il ne parle pas beaucoup de ça, juste quelques nuances. Il parle d'une méta-analyse sur l'apport de la technologie par rapport au contrôle et de l'éducation du patient asthmatique. Cette méta-analyse, on va la voir plus tard. Et il demande plus de travaux sur ça pour pouvoir intégrer tout ce qui est technologie dans la prise en charge et l'éducation du patient. On en parlera après, vous me direz votre retour d'expérience par rapport au patient et si c'est intéressant ou pas. Et donc, sur le digital, il y a quelques notions, quelques mots seulement. Donc, je parlais de ça, le fameux cercle, l'évaluation, ajustement, réévaluation, et faites l'éducation, essentiellement, vous le savez, je ne vous informe de rien de nouveau. On apprend, donc, fait comprendre la maladie à notre patient, on lui donne les clés de la réussite du contrôle de la maladie, technique d'inhalation, on choisit le dispositif ensemble, les préférences, les objectifs, tout ça, ça fait partie de l'éducation du patient. Et l'éducation, comme dans la définition, c'est un processus continu, donc régulièrement, on reprend la chose et on voit comment ça se passe avec nos patients. C'est un gros mot qu'elle dit, elle l'insulte. Lui, c'est pas lui qui va faire l'éducation d'un patient, qui va prendre son temps pour expliquer, surtout pas Dr House. Il a d'autres talents que ça. Et donc cette vidéo, elle résume tout sur l'apport de l'éducation thérapeutique des patients. Alors quels sont les moyens de cette éducation ? Il y a l'information verbale, le contact humain, l'information écrite également qu'on distribue aux patients, des démonstrations qu'on fait, on est en train de le faire à nos consultations régulièrement, on oublie parfois, mais généralement c'est ancré et on continue à le faire. Il y a des outils multimédia interactifs, il y en a de plus en plus, il y a l'accès beaucoup plus facilité à Internet, donc on a actuellement sur les smartphones facilement la possibilité de voir ça. Il y a des vidéos, l'Internet, comme je l'ai dit, et puis il y a l'intelligence artificielle qui vient, qui arrive et qui s'installe. Tout ça, c'est des moyens qui vont nous permettre de bien gérer nos patients et de bien contrôler la pathologie. Alors, depuis la Covid, il y a un nouveau terme, éducation thérapeutique. En fait, c'est tout ce qui se passe à distance. Avec la Covid, on a commencé à faire de la télémédecine, des téléconsultations, depuis les surveillances des patients, et ça a commencé à se développer. C'était l'élan. Parfois, dans quelques malheurs, il y a quelque chose de bon. Grâce à la Covid, on a pu s'émanciper de nos chaînes et on a pu se libérer. On a commencé à utiliser ça avec plus ou moins de succès. Mais quand même, on a fait ça. Par contre, là, le patient, docteur, sur Asthmastus, ils disent pas ça. On a tous eu des patients hyper angoissés qui regardent sur Internet, qui viennent nous voir. Celui-là, il est venu juste pour avoir un deuxième avis, mais il est OK avec Dr Google. Dr Google, qui, si on laisse les choses aller comme ça se passe, c'est la mort certaine. Donc, c'est pas demain qui va nous remplacer. Ça viendra peut-être un jour, mais c'est pas pour demain, c'est pas pour nous. Alors, ce qui fait, donc, ces petits pièges-là, que généralement, on a des gens qui sont technophiles, ils sont à fond derrière ça, n'est-ce pas, Azorel Suicide, et il y a des gens qui sont un peu plus technophobes, qui n'acceptent pas chose, aussi bien parmi les patients que parmi les médecins. Il y en a qui adorent ça, et d'autres, beaucoup plus réticents, peut-être qui connaissent pas très très bien la chose, et qui sont, quand on méconnaît quelque chose, on a plutôt tendance à la repousser et ne pas vouloir s'en approcher. Mais ça commence à prendre sa place. Il y a plein de publications qui apparaissent. C'est en train de se multiplier. Donc, il y a cette toile d'araignée sur les différentes publications sur le terme asthme, éducation, asthme et intelligence artificielle. Ça prend sa place et ça commence à prendre de l'intérêt. Il y a des échecs. Je vais commencer par les échecs pour laisser les réussites pour après. Donc, notamment, l'année dernière, dans la CPRF, ils ont présenté une étude Paname qu'ils ont sponsorisée. Un plan d'action de la crise d'asthme écrit versus un plan d'action digital. Et malheureusement, ils ont trouvé que les patients préféraient toujours le digital. La population était peut-être assez hétérogène, de 18 à 60 ans. Et donc, il y en a qui utilisent ça de façon beaucoup plus facile. Il y en a d'autres qui préfèrent l'écrit, le papier, le stylo, tout ce qui est tapé. Et donc, c'est une question d'habitude. Mais c'était un échec, ça posera pas de problème. C'est pas sur ça qu'on va s'arrêter. Donc, ça n'a été que très peu utilisé. D'autres choses également,
d'autres révolutions, notamment, je prends le cas des cardiologues, on a fait un essai avec un robot qui va voir les patients en insuffisance cardiaque au cours de l'hospitalisation. Ils sont hospitalisés, ils passent le cap aigu, il y a ce petit robot qui va les voir avec un écran tactile, ça c'est des captures de l'écran tactile qu'ils ont, et le patient, à son aise, il prend son temps pour choisir, pour faire des quiz, pour poser des questions, pour voir des vidéos, de l'éducation sur plusieurs thèmes relatifs à l'insuffisance cardiaque. Alors, ça a l'air d'être intéressant, mais je vais critiquer un peu les cardiologues. Quand on connaît les cardiologues, c'est plutôt pour se débarrasser des patients plutôt que pour introduire une technologie. Allez-y, on vous laisse discuter avec le robot. Moi, je suis super occupé, j'espère qu'il n'y a pas de cardio. Mais si on a, j'assume. Vous êtes comme ça. C'est la vérité. Alors, il y a ce robot qui vient voir le patient, qui discute avec et il choisit avec l'écran tactile. C'est vrai qu'avec quelque chose d'un robot, on a la tendance de poser les questions qu'on veut poser. Il n'y a pas cette honte, peut-être une question bête, peut-être qu'on n'a pas envie de se montrer, de poser des questions bêtes et d'avoir un jugement de notre médecin. Là, vous pouvez poser ce que vous voulez et vous trouverez généralement la réponse. Mais cette interaction robot-homme, sincèrement, n'est pas encore très très bien développée. Tout simplement, et ça c'est une critique qui a été éditée donc la Haute Autorité de la Santé en France, c'est une analyse totale de ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et la médecine. Parmi les critiques, c'est que c'est centré sur le robot. On est en train d'essayer de développer tout ce qui est robot, tout ce qui est technologie, mais le patient, il est un peu délaissé. Et par rapport à plein de pathologies où le contact humain reste encore très intéressant, il n'y a pas assez d'études sur ça, il n'y a pas assez de développement sur ça. Ça reste intéressant pour certains patients qui sont autistes ou qui ont des traits d'Alzheimer, ça a donné de très très bons résultats. Et par contre, avec toutes les autres pathologies, et en l'occurrence pathologies cardio-respiratoires, c'est pas très très développé, c'est le robot qui les intéresse plus que les autres. Alors, on passe actuellement au point positif de la chose. En fait, il y a un rôle qui est en train d'augmenter. Il y a des publications très intéressantes sur la chose, toutes récentes, celle-là, c'est date de 2023. Et en fait, ça prend en considération le rôle de la technologie dans la prise en charge des patients. Et parmi les points qu'ils ont, auxquels ils se sont intéressés, quels sont les points sur lesquels il faut agir ou qui influent plutôt le contrôle de l'asthme. Et parmi ces points, on trouve plusieurs cibles évidentes, notamment l'adhérence au traitement, la maîtrise de la technique et le rôle du médecin. Le médecin, comment il évalue la pathologie. Parfois, on a tendance à surestimer le contrôle de notre patient. Parfois, on n'est pas très doué en communication. Et puis d'autres événements qui interviennent, comme les facteurs morphologiques du patient, l'obésité, le QI, le type de pathologie, l'état psychologique, mais il y a également d'autres événements indépendants du patient, comme l'environnement. Et on va voir qu'il y a des applications qui s'intéressent à l'environnement, notamment pour les asthmatiques. Pendant la saison pollinique, il y a des alertes qui arrivent, il y a des petites applications que je vais vous montrer par la suite. Et donc, ce papier, il fait un revue de la situation, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut cibler, et il donne des recommandations. Pour que, par exemple, une application soit efficace, il faudrait qu'elle soit simple. Simple pour l'utilisateur, comme il serait en train d'utiliser son smartphone. La même interface, il ne faudrait pas que ça change énormément pour qu'il ne soit pas vraiment dépaysé et déconnecté. Les logiciels doivent vraiment motivants, donc c'est pas tout ce qui se passe de façon très classique pour pouvoir fonctionner. Il doit être discret, abordable, et puis le langage utilisé doit être vraiment compréhensible pour un niveau 6e, 7e année primaire. Il faudrait pas que ça soit trop complexe. Tous ces critères-là, si on arrive à les mettre dans une application, ça donnera de bons résultats. Alors, premier point, comme ça a été cité, c'est l'utilisation des dispositifs. Je vous mets directement ce chiffre-là. Il y a une méta-analyse très large qui s'est intéressée à l'utilisation des dispositifs. Ça, on trouve que 31% seulement des gens arrivent à utiliser correctement leurs dispositifs, mais exactement le même chiffre, 31% des patients qui utilisent de façon complètement erronée leurs dispositifs avec des erreurs graves qui font que le traitement ne soit pas vraiment efficace. Donc, c'est un point sur lequel on pourrait et on devrait agir. Alors ça, vous les connaissez, les étapes, ce qu'on montre à nos étudiants, à nos patients, on est en train de le dire et de le redire régulièrement, comment préparer le dispositif, comment
se préparer, comment faire l'expiration, l'inspiration, la pause inspiratoire juste après. Donc tout ça, c'est les sujets auxquels différentes sociétés, des startups se sont intéressées. Et on avait édité un papier, une publication qui s'intéresse justement à tous ces dispositifs électroniques. Ce qu'il y a dans ces dispositifs, c'est qu'il y a plusieurs petits moyens technologiques pour pouvoir savoir si on a correctement fait notre inhalation, si le dispositif a été préparé correctement, et ça a des informations électroniques, c'est rapporté et puis c'est adressé par la suite au médecin, qui a un feedback par rapport à l'utilisation de son patient. Donc là, il y a certains avec un écran tactile, une alerte sonore, pour dire au patient non, vous n'avez pas bien inspiré, vous n'avez pas inspiré assez souvent, assez lentement. Et donc tout ça, c'est en train de s'installer sur différents dispositifs et ça a démontré son efficacité, ça a montré que le contrôle de la pathologie est en train de s'améliorer. Autres dispositifs qui ont été essayés, en fait, un protocole Outer Space, un autre protocole d'essai, c'est une sorte de chambre d'inhalation connectée avec un hublot sur lequel on la pose, un embout pour mettre dedans le spray, et puis cette chambre connectée va évaluer comment le patient a utilisé son dispositif. Ça évalue grâce à notamment des accéléromètres dedans, donc pour voir le flux, pour voir si on a bien actionné le dispositif, si le patient a fait l'apnée, tout ça, s'il a respiré assez lentement et assez longtemps dans la chambre d'inhalation. Et ça nous ressort un score sur la persistance, s'il est en train d'utiliser son traitement régulièrement, et un score sur la technique. Là, sur ce qu'on voit là, le patient a une persistance à 91% et une technique à 99%, donc il est évalué excellent. Il y a le petit point vert en haut à droite, et donc il est excellent, ça se passe très très bien. Ensuite, il y a une évaluation de ce qu'il est en train de prendre quotidiennement, s'il prend son traitement de fond, traitement d'urgence, et enfin en bas, les petites erreurs qu'il a utilisées. Là, le patient, il a fait quelques erreurs. Notamment, il a trop fait beaucoup d'actionnement de son spray 6 fois, très peu, 3 fois, et donc il y a quelques erreurs, ça les rapporte. Et ce rapport, de façon mensuelle, est adressé au médecin. Donc on a une idée sur notre patient, ce qu'il est en train de faire, s'il est en train de se faire traiter correctement ou pas. On a un rapport d'observance actuellement dans la pathologie du sommeil, donc ça y ressemble un tout petit peu et ça nous donnera une idée sur nos patients. Quand il va venir nous voir en étant mal contrôlé, il suffit de regarder son graphique, par où est-ce qu'il est situé, et si le problème se situe par rapport à l'observance ou par rapport à la technique, le problème est résolu rapidement. À part la technique, il y a d'autres moyens aussi importants, donc l'adhérence du traitement justement, et c'est la méta-analyse qui a été citée dans le GINA sur l'importance du rappel du patient pour utiliser son traitement. Et ça a évalué énormément d'études, beaucoup d'études, pas énormément, mais beaucoup d'études, différentes études très hétérogènes, et ça a essayé de voir de façon détaillée l'une versus l'autre pour voir quelles sont celles les plus efficaces. Et celle qui est la plus efficace, c'est les dispositifs électroniques, justement. Je vais l'agrandir tout à l'heure. Les SMS également, ça a été assez efficace. Par contre, les applications et le recours au web, donc le fait de naviguer sur Internet, ou bien des vidéos adressées aux patients, n'étaient pas très, très performants par rapport à l'observance du patient. Celle qui était plus performante, c'est des dispositifs qui font une alerte au patient, une sorte d'alarme, qui peut régler pour le inciter à prendre son traitement. C'était plus efficace que les SMS. Les SMS, on reçoit régulièrement, et puis quand ça devient assez fréquent, régulier, comme les SMS qu'on reçoit pour les élections, on finit par les bloquer à la langue parce que ça nous embête. Donc, en fait, de recevoir quelque chose le même de façon monotone, ça perd tout son intérêt, donc il faudrait peut-être changer ça, et c'est pour ça que ça n'a pas marché. En tout cas, par contre, si on prend toutes les études de façon globale, ce qui était intéressant, ça a amélioré l'observance et ça a amélioré également le recours aux urgences de façon significative. Il y avait beaucoup moins de recours aux urgences et ça a permis d'améliorer le contrôle et la qualité de vie de nos patients asthmatiques. D'autres études également sur la prise en charge de l'asthme, il y a cette étude Turbu+, c'est
un petit dispositif qu'on connecte sur le traitement, qui est connecté donc au smartphone et qui envoie des informations immédiates au médecin. Et donc, ça va permettre de suivre l'inhalation, ça évalue la qualité, ça fournit des rappels aux patients, parfois des rappels personnalisés, des messages audio, voix enregistrés. Alors, je vais vous lire quelques types de messages que le patient entend avec son dispositif. Quoi? Pas de symptômes? Utilisez votre inhalateur pour vous aider à le rester. Ou autre message, riez plus fort, dansez plus fort, courez plus vite, aidez à réduire votre asthme. Votre inhalateur a été développé en pensant à vous, utilisez-le quotidiennement. Ça peut être marché avec des jeunes, des adolescents, ça ressemble à des messages publicitaires et donc ça a été testé pour voir si ça marche ou pas. Il y a également un coaching sur ces applications-là, donc pour apprendre aux patients comment gérer leur pathologie, pour les encourager et les inviter à être plus rigoureux dans l'utilisation de leur traitement. Et ce qui ressort dans cette étude, c'est que au bout de 85 jours de l'étude, globalement, ça n'a pas énormément baissé et c'est resté assez stable dans l'observance. Ça donnait de bons résultats. Je suis sûr que si on regarde sans ça, nos patients, il y a énormément qui décrochent, notamment avec le changement climatique. Dès que ça se réchauffe, dès qu'on se sent mieux, on arrête le traitement. Le meilleur exemple, c'est mes enfants. Ils m'écoutent jamais, ils continuent jamais, ils utilisent jamais leur traitement régulièrement. Et il y a toujours maintenant, c'est la guerre quotidienne chaque matin pour qu'ils utilisent leur traitement. Et là, sincèrement, en regardant ça, ça a l'air d'être assez encourageant, cet encouragement venant par le dispositif. Il y a d'autres éléments également aussi importants, j'en ai parlé dans l'introduction, c'est l'alerte météo. L'alerte météo, il y a plusieurs applications. Au fait, on entre nos données, on informe donc sur notre pathologie, à quoi on est allergique, et il y a une alerte. Aujourd'hui, il ne faut pas sortir. Aujourd'hui, risque très important d'orage, risque important de pollution, risque important d'exposition à des pollens. Et ça marche avec certains types de patients. Donc, on peut anticiper la survenue d'une crise éventuelle. Alors, pour passer au côté pratique de la présentation, j'ai trouvé une publication qui a fait une revue des applications disponibles. Une revue avec une analyse par rapport à ces applications, quelles sont celles qui sont applicables, utilisables, une évaluation par les patients et également par les auteurs du papier. Ce papier, il a repris énormément d'applications. J'utilise beaucoup le terme énormément. Beaucoup d'applications, mais pas énormément. Il n'y en a pas autant. Asthma MD, Asthma Test, My Breathe Free, plein d'applications. Et il les a éditées là. Et il a fait une classification par catégorie. La première catégorie, c'est toutes les applications qui sont là pour faire changer le comportement du patient, le faire adhérer. Et on a regardé, est-ce que ça s'intéresse au comportement, quelles sont aux conséquences, quelles sont les informations que ça donne, est-ce que c'est pratique ou pas, est-ce que c'est utilisable ou pas, est-ce que l'effet visuel est important ou pas. Et on a donné des scores. Le premier qui avait un meilleur score, c'était Kiss My Asthma. Sympa comme titre, c'est une application australienne, pas disponible chez nous, donc j'ai pas pu vous faire des captures d'écran, mais c'est une application australienne et on dit qu'elle est la plus intéressante, elle a eu une note de 11. Mais il y a d'autres applications, Asthma MD qui a eu 8, My Breathe Free 8 également, et donc c'était des applications qui ont eu de très bonnes notes. Il y a d'autres également, un autre score qu'ils ont établi, Mobile App Rating Scale Mars. Et en fait, ça donnait un score en fonction de la plateforme, disponible ou pas. Donc, est-ce que les données sont stockées? Est-ce que le médecin il a accès à ces informations ou pas? Quel est le degré d'engagement de l'application? Est-ce qu'elle est fonctionnelle ou pas? Sur le côté esthétique également, le type d'information que ça a donné. Et donc, ils ont évalué le côté scientifique de ces applications-là. La qualité totale, et donc ils ont donné des scores. Et puis il y a également la dernière colonne, c'est le score donné sur les App Store ou les Apple Store par les patients. Est-ce qu'ils adhèrent, est-ce qu'ils aiment bien leur application? Et donc là aussi, Asthma Health Storyline a eu le meilleur score par les auteurs de cette application. Alors je me suis permis de vous montrer quelques applications, notamment Asthma MD. Au fait, c'est une application, il faudra faire un achat, acheter une sorte de PicFlow, connecter à l'application,
on fait entrer nos données et puis à chaque fois qu'on utilise ça, on a les informations sur la pathologie, notre courbe d'évolution du peak flow, les symptômes qu'on fait entrer et puis automatiquement toutes ces informations sont envoyées au médecin avec une alerte dès qu'on passe dans la zone rouge, zone critique. Le médecin est alerté et le patient est alerté. Il faudra aller consulter. Éventuellement, il y a une urgence qui arrive. Éventuellement, il faudra faire une hospitalisation. Et il y a un plan d'action d'urgence qui est déclenché également. Donc, sincèrement, pour gérer la pathologie chez des jeunes, c'est assez intéressant. Des jeunes et des moins jeunes, c'est assez intéressant. Il y a d'autres applications également. My Asthma Today. My Asthma Today, elle est également très riche. Il y a des cours éducationnels adressés aux patients, assez simple, simplifié. Il y a des méthodes, une explication des méthodes d'inhalation. On oublie, les patients oublient et il faudra leur rappeler. Donc là, ils ont ça sur leur tablette ou sur leur téléphone. Il suffit de regarder avec une tutrice qui leur montre comment faire. Une mesure du peak flow et des valeurs, des surveillances des valeurs du peak flow avec des cours par rapport à la fonction respiratoire pulmonaire. Une surveillance des symptômes. Et puis également une alerte météo par rapport à ce qu'il y a, pollution, froid, chaud, pollen et tout. Ça donne des actions, plans d'action par rapport aux éventuelles aggravations. Et puis ça envoie régulièrement des messages. Alors, où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Êtes-vous en train d'utiliser votre traitement? C'est pour quand votre prochain rendez-vous? Et en fait, c'est un gestionnaire, ça gère la maladie et ça aide le patient à bien gérer son asthme. Autre application, Health Storyline. L'avantage avec Health Storyline, elle est disponible sur App Store, Google Play et sur le web. Elle est adaptée à tout type de pathologie, mais en l'occurrence même pour l'asthme. Donc on a cette interface, j'ai créé mon compte et je me suis auto-marqué comme étant asthmatique. Et en fait, ça suit la prise de médicaments, ça suit l'humeur quotidienne du patient, les symptômes, les signes vitaux, ça donne un rappel pour les prochains rendez-vous aux patients. Il y a un journal de bord sur lequel on peut suivre l'évolution de nos différentes pathologies. Et puis, il y a des petits points assez sympathiques par rapport à la maladie. Donc là, par exemple, si on a fait notre prise de médicaments, on peut noter qu'on a eu notre dose. Et c'est OK. Si on dépasse le délai de la prise de médicaments, il y a une alerte qui est déclenchée pour nous informer. Il y a un retard. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas pris votre médicament. Il y a également une évaluation de l'humeur, l'état de santé du patient. L'humeur, il choisit. Et en fait, à chaque fois que l'humeur est assez mauvaise et que ça se continue sur plusieurs jours, on demande une explication. Pourquoi? Et le médecin, là également, est alerté. Le médecin traitant ou qu'on met dans la base des données est alerté. Et on a notre calendrier. Donc, si ça se succède, on informe le médecin que votre patient va mal. Faudra peut-être voir ce qui se passe. Il y a d'autres côtés plus sympathiques également. Il y a des messages de motivation. Là, par exemple, c'est George Bernard Shaw. Life, c'est pas pour se retrouver, mais pour se construire. Des messages de ce type-là pour motiver les patients, pour leur dire la vie est belle, il faudra bien continuer à vivre votre vie, c'est pas mal. Pour les petits également, il y a plein d'applications. Eux, ils sont beaucoup plus connectés que nous. La génération e-connect, les jeunes sont victimes, mais on peut utiliser ça, victimes des smartphones et de la technologie, mais on peut utiliser ça pour leur bien. Il y a des applications, Be Your Own Superhero, soit ton propre super-héros. Et là, on apprend aux jeunes comment gérer la maladie, quels sont les facteurs qui le gênent, qui sont éventuellement néfastes pour lui, comment prendre son traitement, comment on se sent aujourd'hui. Il y a différentes décos de couleurs, vert pour tout va très bien, orangé pour faire peut-être attention, rouge, il faudrait alerter maman, papa, pour voir éventuellement le médecin, et l'enfant gère son application tout seul. Une toute dernière application, c'est WizDipet, c'est une application indonésienne. Là également, elle est destinée aux tout petits. On leur apprend en jouant. Je ne sais pas l'expression exactement. Pardon. Alors ça également, on leur apprend leur asthme à travers un jeu. C'est un petit dinosaure. Le petit dinosaure, il doit pouvoir éteindre un feu et donc pour encourager l'enfant à souffler, donc il doit souffler et c'est le feu qui sort par son petit dragon. Et là, on leur apprend comment faire l'expiration, l'inspiration, comment prendre son traitement, comment suivre l'évolution de sa maladie. Il y a également
Donc, plusieurs vidéos où le petit dragon fait son inhalation dans la chambre d'inhalation. Et c'est assez motivant. Si on montre ça à des tout jeunes, ça pourrait marcher, ça pourrait rendre la chose beaucoup plus acceptable et beaucoup plus agréable donc à considérer. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour très rapide des applications. Vous me direz après s'il y en a qui vous semblent intéressantes à utiliser. Est-ce que vous en utilisez quelques-unes? Mais pour conclure, en fait, cette technologie de la santé numérique et les dispositifs, c'est une opportunité. On a l'opportunité de développer ça. Les laboratoires qui sont présents pourraient sponsoriser des trucs comme ça serait pas mal comme coût marketing. Et en fait, c'est adapté aux patients, c'est adapté aux médecins, c'est adapté à nos réalités. Le patient doit participer activement, donc on doit l'inclure également pour développer ce type de ces applications. Le but, c'est d'avoir une information en temps réel, une éducation, un apprentissage en continu. Et au fait, le monde évolue à une telle vitesse que, sincèrement, c'est l'ère de la technologie. On doit y aller. On ne va pas perdre notre côté humain, côté médecin, le contact, mais ça va nous aider énormément. Il y aura sûrement besoin de développer d'autres applications, d'autres études de comparaison, mais le mot d'ordre, je pense que ces applications vont nous apporter du bien et vont apporter un grand bénéfice aux patients et aux médecins. Voilà, je vous remercie.